Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est donc l'étude de la composition métallique que je vais vous présenter. Il faut savoir que les monnaies qui ont été frappées sont en général composées soit d'or pur, soit d'un alliage constitué de cuivre, d'argent et d'or. Ici, on est en présence d'un trias qui a été frappé en utilisant un alliage des trois métaux. Pour déterminer l'analyse métallique précise d'une substance métallique, il y a une méthode qui est très précise, c'est la méthode par fluorescence X. Et là, on a toute la composition exacte de toutes les traces métalliques contenues dans la monnaie. Ici, on va se limiter uniquement aux trois grandes quantités, c'est-à-dire or, argent et cuivre. Alors, pour présenter donc ça veut dire qu'on va déterminer en fait trois inconnus, c'est-à-dire trois taux de composition. Le taux de cuivre, le taux d'argent et le taux d'or contenu dans la monnaie. Ce qui veut dire qu'on est en présence de trois inconnus, c'est ce qu'on cherche, trois inconnus. Mais pour résoudre ce problème à trois inconnus, il va nous falloir en fait trois équations. Physiquement, on peut faire déjà deux mesures. On peut faire la mesure de la masse. C'est une première mesure, c'est la pesée. La deuxième mesure, ça va être son volume. Mais la troisième mesure physique, elle est absente. On ne pourra pas y avoir accès. D'accord ? Sauf de passer par la méthode de spectromètre par fluorescence X qu'on ne peut pas faire ici. Donc, ce qui veut dire que pour trois inconnus, il va nous falloir utiliser l'aspect physique de la monnaie, c'est-à-dire la couleur du métal. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle un triangle trinaire. Vous avez ici, ce triangle est représenté par un triangle équilatéral. Vous avez une branche, un côté qui est gradué en pourcent, de 0 à 100%, du métal, d'un métal A par exemple. Une branche, pareil, qui est graduée de 0 à 100%, et la troisième aussi de 0 à 100% pour chacun des métaux. Donc, ce qui veut dire que le point barycentrique métallique va se trouver quelque part à l'intérieur de ce triangle équilatéral. Et à partir, par exemple, je vous donne ici une représentation du point M qui correspond à la couleur. C'est la couleur qui va permettre de déterminer justement la troisième inconnue qu'on n'a pas. C'est donc quelque chose, si vous voulez, qui est approximatif, mais vous allez voir qu'on va en tirer un enseignement qui est très important, même si c'est peu précis. Vous allez comprendre par la suite. Voilà, par exemple ici, sur le point M, en faisant les projections parallèles à chacun des côtés, eh bien, vous avez le taux du métal A, par exemple, que vous voyez qui est de 20%. Le taux métallique B qui est aussi de 20%, et puis le taux, le troisième taux qui est de 60%. Donc c'est la couleur du métal qui va permettre d'aider à déterminer cette troisième inconnue. Vous allez me dire, mais ce n'est pas précis. Mais vous allez voir que pour ce que l'on veut en faire, et par rapport à ce que l'on a remarqué, ça va être déterminant. Alors, on va passer la page suivante. Donc voilà, je vous propose maintenant son étude mathématique. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un cours de physique. Je vais simplement vous donner les résultats. Le détail des calculs sera dans la publication. On ne peut pas publier des chiffres sans justifier leur provenance. Il faut que tout soit établi et démontré pour que ça puisse être vérifié et à la vue de tous que les résultats qu'on a obtenus sont bien exacts. Donc voilà. Alors, pour les notations, j'ai indicé chacun des taux par la lettre ρ ici.
Rho indice CU, qui représente la densité massique du cuivre. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien, c'est peut-être pas si simple que ça. Bon, je me réfère à mon document. Pour ceux qui arrivent à lire, retenez bien, la densité volumique du cuivre, c'est 8,92 grammes par millimètre cube. Bon, je sais très bien que vous allez peut-être les oublier, je vous le rappellerai au fur et à mesure. La densité massique de l'argent, c'est 10,50 grammes milligrammes par millimètre cube. La densité massique de l'or, c'est 19,30 milligrammes par millimètre cube. Mais de toute façon, vous l'aurez tout ça dans le document qui sera publié, la précision. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un taux métallique? Eh bien, un taux métallique, comme c'est représenté un peu, c'est écrit en bas, c'est pas très visible. Simplement, un taux, c'est le rapport de la masse du métal que l'on recherche divisé par la masse totale du triens. Alors, je parle bien de masse et non de poids. Hein. Donc, le taux, c'est la masse divisée, c'est la masse de métal que l'on recherche divisée par la masse totale de la monnaie. Alors, voilà, très bien. Donc, on accède seulement à deux mesures. La mesure de masse et la mesure de volume. La mesure de masse, vous voyez bien que grand M, c'est égal à la masse de cuivre plus la masse d'argent plus la masse d'or. Pour le volume, alors la lettre grand V, c'est le volume de cuivre plus le volume d'argent plus le volume d'or. Donc, vous voyez, en fait, c'est très simple. C'est simplement des additions de masse et de volume. Ça, on accède donc à partir de ces deux équations, ben, on peut déjà faire des calculs. Mais ce qu'il nous manque, c'est une troisième équation que l'on n'aura pas. C'est une troisième mesure physique qu'on n'aura pas. Donc, pour pouvoir résoudre ce système, puisqu'on a trois inconnus et deux équations, on va donc utiliser le diagramme trinaire. Vous allez le voir comment on va l'utiliser. La page suivante, oui, voilà. Bien. Alors, application donc au triens d'Orléans. Pour la masse de la monnaie, j'ai mesuré 1130 mg. Pour le volume de la monnaie, 94 mm3. Je vous expliquerai après comment j'ai obtenu ceci. Ce qui donne, vous le voyez, affiché une densité de 12 mg par millimètre cube. Vous voyez que par rapport, si vous avez bien retenu la densité de l'or qui est 19,30 mg, on est loin du compte. Ce qui veut donc dire qu'on est bien en présence d'un alliage d'argent, de cuivre et d'or. Donc pour les calculs, je vous donne simplement le résultat de l'équation qu'on obtient quand on fait les calculs. Peu importe si vous ne la comprenez pas, je vais vous donner simplement ensuite son application numérique en fonction des valeurs que j'ai mesurées. Voilà. Vous avez donc les deux formules qui donnent le taux. Alors la première du haut, c'est le taux d'or. Il suffit de remplacer dans la formule littérale chacun des termes par les valeurs qui ont été mesurées. Et j'obtiens, ce qu'il faut retenir, c'est simplement l'encadré en jaune. Alors, ce n'est pas la peine de le retenir, mais c'est ça qu'il faut surtout regarder. Je trouve exactement 38,8 que multiplie le taux de cuivre plus 27,75, tout ceci en pourcentage. Alors, pour bien comprendre ce que ça veut dire que ce taux, imaginez que vous ayez à faire de la pâtisserie et que vous faites un gâteau de 100 grammes. Vous mettez, mettons, 50 grammes de farine, 30 grammes de jaune d'œuf et puis 20 grammes de sucre. Au total, on a 100 grammes. Le pourcentage de farine, ben, c'est 50 grammes sur 100. D'accord? C'est 50%. C'est ça qu'on appelle un taux. Le taux de jaune d'œuf, ça sera 30 divisé par 100.
c'est-à-dire 0,3, etc. Donc vous voyez que finalement, ce n'est pas très difficile. C'est les calculs qui sont difficiles. Mais le principe est très simple. En fait, je cherche à déterminer dans cette pâtisserie le taux de farine, le taux de jaune d'œuf et le taux de sucre. C'est ce qu'on va faire pour ce triens. Donc vous voyez que ce n'est pas très, en fait, c'est pas très difficile du tout. Donc les calculs que j'ai développés mènent à ces deux résultats encadrés. Voilà, on va voir comment je vais les utiliser, puisqu'il me faut une troisième équation. À partir de ça, à partir de ces deux équations que j'ai établies, eh bien, il va me falloir déterminer dans le diagramme trinaire 2 points. Parce que je ne connaîtrai pas le point exact, mais je vais pouvoir déterminer le segment de droite qui traverse le diagramme trinaire et dire que le point barycentrique se trouve quelque part sur ce segment de droite. Il me faut donc connaître les deux extrémités de ce segment. Alors, je vais donc déterminer 2 points, un point M1 et un point M2. Dans l'expression que vous avez, qui est affichée, bien sûr, j'ai pris pour variable le taux de cuivre, et si je l'ai choisi, vous allez voir, vous comprendrez par la suite pourquoi j'ai pris. Je peux prendre n'importe quelle grandeur en variable, n'importe quel taux, le taux d'argent, le taux d'or, peu importe. Mais j'ai choisi le taux de cuivre, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Peu importe. En prenant donc cette expression, eh bien, j'obtiens pour le premier point 72%. Il correspond, c'est-à-dire que lorsque je fais le taux de cuivre à 0 dans la formule, j'obtiens dans ces conditions le taux d'argent maximum. Donc 72%. Pour le point M2, je fais la même chose. Je trouve 52%. Ça, c'est le taux maximum d'or contenu que peut contenir le triens. À partir de ce moment-là, où j'ai ces deux points extrêmes, je peux représenter ce segment de droite dans le diagramme trinaire. Le voilà. Alors, le diagramme trinaire, c'est un diagramme coloré spécifique à un alliage constitué de ces trois métaux, or, argent et cuivre. Les couleurs, pour quelqu'un qui est très habitué, un bijoutier, rien qu'à regarder, il va vous dire à peu près c'est de l'or à tant de carats et il va savoir même identifier quelqu'un qui a de l'expérience l'utilise très bien, mais ce n'est pas précis. Mais vous allez voir, vous allez me dire, mais si ce n'est pas précis, pourquoi on le fait? Mais vous allez voir qu'il va répondre à une question qui va maintenant apparaître. Regardez bien, le segment M1, M2 traverse une zone de la gauche blanche, blanchâtre, un petit peu verdâtre, jaunâtre, etc. Donc, quand on regarde la monnaie, elle n'est pas blanche. Elle n'est pas non plus blanchâtre, il n'y a pas non plus verdâtre, elle n'est pas rouge, couleur cuivre, elle est jaune. Mais elle est très jaune. D'accord? Or, le segment de droite traverse une région qui est jaunâtre. Ce qui veut donc dire que, en fait, regardez, plus haut, évidemment, voilà, vous voyez un peu plus haut, il y a une zone jaune, très jaune d'or. Voilà, c'est le jaune de l'or. C'est de l'or, dans cette zone-là, on est dans l'or à 18 carats. Alors que le diagramme ternaire, en fonction des calculs, on a choisi au mieux le point M qui se trouve ici, eh bien, ça ne colle pas. Ça veut donc dire qu'il y a un problème. Et c'est ce problème que je veux simplement essayer de résoudre, de trouver la solution à ce problème. C'est ce que j'avais fait apparaître la première fois pour ceux qui étaient présents à cette époque-là. Et on avait constaté qu'effectivement, quelque chose ne colle pas. Pourtant, les calculs sont exacts, tout est exact, mais quelque chose ne colle pas. Et je n'avais pas pu aller plus loin. J'avais éventuellement envisagé, bien sûr, devant une situation comme celle-là, c'est de dire que peut-être que le triens était fourré. Mais encore faut-il le prouver. Parce que là, c'est simplement une appréciation visuelle. Ce n'est pas suffisant. Scientifiquement, ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, il faut pouvoir faire une véritable démonstration.
Mais là, on est coincé parce qu'avec ce diagramme trinaire, ça veut dire qu'on est en présence, il ne peut analyser qu'un alliage homogène. C'est-à-dire que si jamais le trien s'est fourré, le diagramme trinaire n'est plus utilisable. Alors donc, il m'a fallu trouver une astuce. Sur le coup, je n'ai pas trouvé, mais en cherchant bien pendant les vacances, j'ai fini par trouver la réponse au problème. Alors, d'après la lecture du diagramme trinaire précédent, en situant le point M à peu près au mieux, je trouvais un taux d'or de 40%, un taux d'argent de 30% et un taux de cuivre de 30%. Ce résultat ne constitue bien sûr qu'une simple estimation qui est acceptable simplement en première approximation, c'est tout. Car en effet, la couleur observée, contrairement au jaunâtre indiqué par le diagramme ternaire, est nettement d'un jaune doré soutenu qui correspond à un or de grande qualité, c'est celui qu'on observe. Et en fait, en observant cette monnaie, je ne l'ai pas amenée, mais la photo, c'est pas facile à travers une photo de faire ressortir la couleur exacte du métal, mais quand on l'a devant soi et quand on regarde la monnaie, on se dit que c'est de l'or approximativement qu'on peut situer entre 18, 19, 20 carats. Au-delà, ça veut dire que si maintenant j'arrive à faire des calculs, une nouvelle forme, et que je montre que la valeur que je trouve est proche de ce que j'observe, ça veut dire que j'aurais abouti à ma démonstration. Alors, oui, un peu plus haut. Bon, un petit peu plus bas si c'était possible. C'est la page 7. Là où il y a un premier tableau. Oui. Non. Non, non, pas 7. Ça, on est beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça. Bon, je vais simplement... Bon, ça fait rien. On va le laisser comme ça, il ne faut plus toucher. Alors, j'ai appelé ça une étude comparative, parce que là, ce n'est pas facile à afficher. Hein. Il se trouve que Paul Arendt m'a contacté à la suite de ma première présentation, et lui aussi s'intéresse au dosage métallique des monnaies. Il a un appareil qui permet, à partir de la mesure de la masse et du volume, très bien, il arrive à déterminer donc le taux métallique. Le problème, c'est que là, on est en présence de 3 métaux et avec 2 mesures, on ne peut pas. On ne touche plus. Alors, j'ai mis dans ce petit tableau à gauche, colonne de gauche, les expérimentateurs. Moi, en particulier, première ligne, je rappelle simplement les chiffres. 1130 mg pour un volume de 94 mm3 et une densité de 12 mg par mm3. Paul Arendt, lui, a trouvé, avec un appareillage qui est quand même plus précis. Moi, c'est un appareillage que j'ai fabriqué. Étant prof de physique, je fabriquais beaucoup de choses. Mais vous allez voir que c'est intéressant et j'avais besoin de cette comparaison parce que je pouvais avoir un doute. Et Paul Arendt a mesuré, lui, pour la masse, 1120 mg. Et moi, j'avais trouvé 1130. Il se trouve qu'en fait, il y avait une petite balance à 50 €, quoi. Et le chiffre affichait 1120, 1130, 1120, 1130. J'ai pris 1130. Bon, mais je garde cette valeur. Le volume, un petit volumètre que j'ai fabriqué. J'ai obtenu 94 mm3. Et Paul Arendt, lui, a mesuré 93,53 mm3. Ce qui veut dire quand même que j'ai été rassuré parce que j'avais un doute et ce doute, je l'avais encore jusqu'à ce que j'ai rencontré Paul Arendt qui m'a communiqué ses valeurs et finalement, l'écart est à peine de 0,5 mm3. Ce qui veut dire que mes mesures sont aussi bonnes que les siennes. Au point de vue de la densité, moi j'ai trouvé 12 mm
12 mg par millimètre cube, et Paul Arendt, lui, a trouvé 11,98. Ça m'a quand même conforté dans mes résultats et mes travaux. Alors, je vais sauter parce que sinon c'est compliqué. Donc, voilà, à partir de ça, on peut maintenant continuer. Le problème, c'est de démontrer qu'effectivement, ce triens est fourré. Pourquoi il faut le démontrer? Parce que j'ai pu observer grande quantité de statères en or gaulois, de quarts de statères, des monnaies, des deniers gaulois aussi. Tous, enfin pratiquement tous ceux que j'ai vus, enfin beaucoup en tout cas, sur la tranche d'une monnaie d'or, il y a toujours une petite anfractuosité qui révèle que c'est une monnaie fourrée. Le triens d'Orléans que je vous ai projeté, d'accord, et que j'ai eu devant moi, je peux vous dire qu'il est d'une facture exceptionnelle. Au point de vue gravure, il ne présente aucune usure. Sur la tranche, aucune anfractuosité qui laisserait déceler quoi que ce soit. C'est quand même rarissime de trouver une monnaie fourrée qui ne laisse pas voir que quelque part, il y a eu un plaquage. Donc, il m'a fallu aller au-delà, puisque le diagramme trinaire ne peut pas me permettre. Alors, j'ai eu une idée. Eh bien, j'ai fait une hypothèse. Voilà. Voilà. J'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais représenter mon triens en supposant qu'il est fourré. La partie rose, rouge que vous voyez, c'est la partie en cuivre. Et le plaquage, c'est l'enveloppe. En haut, les dimensions exactes que j'ai reportées sur le dessin, j'ai fait en sorte que les proportions soient scrupuleusement respectées. Mais sinon, ça fausse tout. Et c'est très important. En dessous, justement, c'est ça l'intérêt aussi, j'ai représenté un triens, j'ai plusieurs triens, voilà, en or pur, non fourré, d'accord, de la première partie de la série des frappes des triens. J'ai respecté aussi scrupuleusement les proportions. Regardez bien les deux. Vous voyez que rien qu'à l'aspect, le premier est très épais, il est sur un flanc court et épais, il a un aspect globuleux. Le triens normal, en or pur, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus grand. Voilà. Et il faut bien comprendre que si on voulait faire des triens fourrés, il est bien évident que c'était parce qu'on n'avait pas d'or, pas suffisamment. Il fallait donc faire un triens qui se rapproche le plus possible du cylindre, d'un diamètre le plus autre possible, parce que l'or que vous utilisez va recouvrir la totalité de la surface. C'est un petit peu comme les boîtes de petits pois de conserve que vous trouvez dans le commerce. Pour que le commerçant gagne un maximum d'argent, il faut que le coût de revient de sa boîte de conserve soit minimum. Or, vous remarquerez que dans les grandes surfaces, quand vous achetez une boîte de petits pois, le diamètre est égal à la hauteur. Donc, on ne pouvait pas faire non plus un triens cylindrique, ce n'était pas possible. Donc, le meilleur moyen, c'était de s'en rapprocher un petit peu. Et c'est pour ça que ce triens, tous ceux d'ailleurs qui sont fourrés, ont un aspect globulaire à cause de ça. Ils sont, si vous voulez, un diamètre beaucoup plus court, épais, et ils ont cet aspect. Alors qu'un triens normal, vous l'avez voilà, en bas. Donc, il y a deux choses qu'il faut retenir. D'abord, c'est cet aspect qui est curieux. Ça frappe. Quand vous mettez ce triens à côté d'autres qui sont non fourrés, ça saute aux yeux. On se dit, tiens, c'est bizarre. Donc, voilà. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être en utilisant ce processus, on pourrait peut-être arriver à faire quelque chose. Alors, voilà comment j'ai procédé. Je regarde. Voilà. Allez, voilà.
Très bien. Si on peut agrandir la partie du haut, si on peut. Sinon, c'est pas grave. Sinon, voilà, pas plus. Voilà. Donc, j'ai simplement ici rappelé ce qu'on appelle un taux de chaque métal, d'accord? Et à droite, j'ai représenté grand M qui représente la masse totale du triens. Et j'ai regroupé, regardez bien, la masse d'or avec la masse d'argent que j'ai regroupée d'un côté, que j'ai séparée, plus la masse de cuivre. Cette masse que j'ai regroupée, je vais l'indicer grand M, entre parenthèses, indicé par AU plus AG. Ça veut dire c'est la masse de l'alliage or-argent que je sépare maintenant du cuivre. Parce qu'on n'est plus en présence d'un alliage trinaire, mais on est en présence d'une pastille de cuivre enveloppée d'un alliage binaire, parce qu'on sait qu'il y a les 3 métaux. Donc, bien sûr, après, je fais une petite manipulation. Je ne rentre pas dans le détail. Ce n'est pas très compliqué. Je remplace simplement, si vous voulez, les valeurs que j'obtiens à droite dans les équations de gauche. C'est de la cuisine très élémentaire à la portée de tout le monde. Je vous donne simplement le résultat. Si on peut monter un tout petit peu. Voilà, encore un tout petit peu. Voilà. Prenez le dernier encadré. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé la lettre T, indice AU, pour désigner le taux d'or, parce que T, indice AU, représentait le taux d'or dans la totalité du triens. Là, j'ai changé la notation, je l'appelle taux de la lettre grecque taux, indice AU, pour représenter le taux d'or dans l'alliage binaire du plaquage. Ce taux, on peut le calculer. Il est donné par la formule que j'ai établie. Il suffit de diviser le taux, justement, d'or global dans la monnaie, divisé par 1 moins le taux de cuivre. Mais là, il n'y a aucun problème, tout est bon. Et j'obtiens le résultat numérique suivant. Voilà. J'obtiens pour le taux d'or 0,39 que multiplie le taux de cuivre qui a été déterminé précédemment, plus 0,28. Maintenant, en prenant ce taux d'or, je le reporte dans la formule du dessus. Voilà, et j'obtiens la formule, voilà, l'avant-dernière, voilà, le taux d'or. Voilà, celle-ci, si vous voulez, celle-ci, voilà, celle-là. Bien. Donc, ça veut dire que maintenant, eh bien, je peux déterminer mon taux d'or. Mais vous voyez qu'il me manque dans la formule, ben, je ne connais pas le taux de cuivre. Et c'est là le problème. Eh bien, j'ai une idée, c'est pas compliqué. J'ai fait un tableau. D'accord? Le taux de cuivre peut varier de 0 à 0,50 maximum. Parce que dans le diagramme trinaire, le point M2 correspond à un taux de cuivre maximum de 0,52. J'ai fait donc un tableau qui varie, dont le taux de cuivre varie de 0 à 50. Je l'arrondis à 50, c'est pas grave. D'accord? À partir de ce moment-là, je vais tracer une courbe correspondant au taux d'or contenu dans l'alliage binaire uniquement, c'est-à-dire dans le plaquage. Puisque j'ai la formule, il suffit pour chacune des valeurs du taux de cuivre, je fais correspondre dans la ligne du milieu, là, le taux d'or. Et j'en déduis évidemment le taux d'argent, puisque en additionnant les deux, je vais obtenir 1. D'accord? Donc voilà. À partir de ce tableau, je vais donc tracer 2 courbes. Voilà. C'est pas compliqué. En ordonnée, vous reconnaissez taux AU, c'est-à-dire le taux d'or, en fonction du taux de cuivre. C'est pour ça que j'ai pris le taux de cuivre comme variable dès le début. Parce que justement, comme j'ai isolé le cuivre, c'est lui qui va me guider maintenant. Mais maintenant, il me faut connaître le diagramme coloré correspondant non plus
à l'alliage trinaire, mais à l'alliage binaire or-argent. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on le trouve? C'est pas compliqué. Il découle du diagramme trinaire. Il suffit de prendre le taux à 0% de cuivre. On prend une tranche infiniment fine que j'ai reportée à droite. La couleur de l'or observé, ce n'est pas du jaune pâle, c'est du jaune doré. Oui, alors la partie supérieure, c'est l'or pur, qui est pratiquement jaune rougeâtre. C'est de l'or de bonne qualité. Nous, ce que l'on observe dans ce triangle, c'est la partie jaune vraiment dorée. D'accord? Alors, à partir du moment que j'ai tracé, par exemple, voilà, la courbe rouge qui représente le taux d'or, eh bien, je prends la rapprochée moyenne. Comme l'intervalle est très étroit, bon, même si on fait une erreur, vous allez voir que ce n'est pas très grave. Si bien que, à partir du point du secteur jaune doré de l'or vraiment que l'on observe, le point d'intersection avec la courbe rouge va me donner le taux d'or véritable contenu dans le plaquage. Et bien sûr, je vais obtenir par conséquent aussi le taux de cuivre qui constitue la pastille de cuivre. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui. D'accord ou pas? Je ne vois pas où est le cuivre, c'est la courbe. Alors, attends, non. Oui, non, mais voilà, c'est important de poser des questions. J'ai représenté, là, à droite. D'accord, je viens de comprendre. OK. Je sais que la couleur que j'observe, c'est un jaune très doré. 18, 19, 20 carats. D'accord? Donc, à partir de là, de cette zone très, très, très jaune, ben, je déduis, le point d'intersection, le point M, va me donner le taux d'or contenu dans l'alliage binaire. D'accord? Et comme j'ai exprimé une formule, le taux d'or en fonction du cuivre, voilà, le taux de cuivre, il est en bas. Puisque je trace le taux d'or en fonction du taux de cuivre. Puisque le taux de cuivre, je ne le connais pas en fait. Mais je vais le déduire à partir justement de la couleur jaune de l'alliage. Comme le jaune est très étroit, d'accord? Même si je fais une erreur, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est vérifier qu'effectivement j'obtiens un résultat qui est cohérent avec l'observation. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. D'accord? Donc, ce diagramme ici que j'ai tracé ici, ce graphique, taux d'or en fonction du cuivre, eh bien, j'obtiens un point M mais qui se rapproche très, très près du point barycentrique métallique, non pas du trias, mais uniquement du plaquage. Voilà. Alors maintenant, on peut afficher le reste. À partir de là, ben, je déduis graphiquement le taux d'or 0,88. Mais ça sera dans la publication. Hein. Vous aurez tout le détail. C'est très lisible. Là, c'est pas très facile. C'est-à-dire que j'ai un taux d'or en fait de 88%. Uniquement dans l'enveloppe. Hein. Il y a un taux d'or de 88%, d'accord, pour le deuxième encadré jaune, va correspondre à un nombre de carats. Le nombre de carats, c'est le taux d'or multiplié par 24. Et on trouve ce chiffre de 21 carats. J'avais dit qu'à l'observation, on ne pouvait pas être en dehors d'un intervalle qui se situe entre 18, 19 ou 20. Je trouve 21. Je trouve quand même que c'est quand même pas mal. Si on veut être plus précis, après, bien sûr, il faut aller au centre Ernest Barbelon d'Orléans et leur demander de faire l'analyse. Mais ils vont faire quoi? Ils ne vont pas vous dire que le trien s'est fourré, hein, parce que la méthode par fluorescence X ne fait une analyse que sur quelques microns. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Alors la méthode que je vous propose, bien sûr,
c'est dû à peu près... Sur les méthodes d'analyse lors des questions, tout à l'heure. Ah, d'accord, ok, on va en parler. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est quelque chose qui permet très simplement de dire si une monnaie est forêt ou pas. Voilà, c'était ça. Or, quand on regarde ce triangle, je peux vous dire, rien ne permet... Moi, tous ceux qui l'ont vu me disent, non, mais non, il est bien en or, il est parfait. Ouais. Sauf qu'il ne l'est pas. Bon, alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, d'accord? C'est bien beau, pourquoi? Parce que vous faites des calculs qu'on ne comprend pas. Oui, alors cette page-là, on peut la sauter, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Voilà, on va simplement la première conclusion. Oui, non, pas ça, pas tout de suite. Voilà, la page 12. Hein, voilà, c'est vous, voilà, on y est. Voilà. Donc, la première conclusion, malgré qu'il soit, je vais lire mon... Malgré qu'il soit de parfaite qualité et qu'aucune anfractuosité ne soit décelable, laissant apparaître une pointe d'oxydation quelconque, de cuivre qui pourrait traduire un plaquage, on est bien, maintenant on est sûr, en présence d'un triun fourré constitué d'un enrobage d'or de 20-21 carats, d'accord, autour d'une pastille de cuivre qui représente 0,54 grammes pour un triun, ce qui en fait 1,13. Ce résultat correspond maintenant tout à fait aux mesures et rend compte parfaitement de l'observation des couleurs du triens. Alors maintenant, je vais aller plus loin. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais nous, on n'y comprend rien à vos calculs. Vous pouvez nous raconter n'importe quoi. Ça fait bien. Vous allez me dire, on aimerait bien avoir un petit plus. D'accord? Alors, je me suis dit, je m'attendais à cette question et vous aimeriez peut-être avoir ce que j'ai appelé des preuves de nature purement numismatique. Oui ou non? Ce serait bien. D'accord? Eh bien, il se trouve que j'ai fouillé, et c'est Philippe Filter qui m'en a parlé l'autre fois. D'accord? Je pense qu'il va le reconnaître. C'est ça? C'est probable que j'ose pas. Si, parce qu'on en a parlé l'autre fois. Il m'a dit, mais je sais que chez CGB, très bien. Il existe. Voilà. Eh bien, il se trouve justement qu'en fouillant dans les archives CGB, j'ai retrouvé un triens d'Orléans, d'accord, qui, et je vous l'ai dit tout à l'heure, retenez bien que Droctaldus est parti, a quitté Orléans pour rejoindre Corbeil-Essonnes. J'avais expliqué ça la première fois. Hein. Bon. Et que le successeur, c'est Morinus. Droctaldus est confronté au manque de métal. Il est coincé. Donc, il utilise ce subterfuge. Et Morinus, qui arrive après lui, d'accord, il a les mêmes problèmes. D'accord? Donc, il fabrique lui aussi des triens fourrés. Donc, voilà, à Orléans, le successeur de Droctaldus, il fait la même chose. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu? Regardez, c'est très net. Qui dit que voilà, très bien. Qui dit que ce triens n'est pas fourré? Hein? Alors, je vais quand même vous lire un tout petit truc. C'est le commentaire de l'état de conservation de CGB. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le descriptif, très rapidement, métal or. Faux. Diamètre 12 mm, etc., avec des coins, etc. Et puis, voilà, nom de l'atelier Orléans, donc c'est bien identifié. Alors, le commentaire, c'est celui-ci, de CGB. Triens sur un flanc un peu court et épais, malheureusement fourré, je le reconnais. Le métal est cependant assez sain et homogène, avec des zones sombres de très légère concrétion de surface. Ce n'est pas des concrétions, c'est l'oxydation du cuivre. Hein. Bon. On est donc en droit de supposer que Morinus, très probablement confronté au même problème que Droctaldus, il va faire la même fabrication. Ben oui, entre eux, ils ont discuté, ils disent j'ai plus d'or. Hein. Il lui a dit tu vas faire comme moi. Mais Droctaldus, les monétaires mérovingiens n'ont rien inventé. Hein. Les Grecs faisaient déjà ça, les Romains aussi. Bon, les techniques étaient connues. Alors, vous allez me dire, ok, c'est vrai que c'est convaincant quand même. Je montre que le successeur de Droctaldus, il a fait la même chose. Donc, il y a de fortes chances que Droctaldus, il a fait pareil. Hein. Oui, et que c'est lui qui lui a dit, fais comme moi. Vous allez me dire, oui, mais on
On aimerait bien en avoir un deuxième exemple. D'accord? Et je vous avais dit que Droctelius avait quitté Orléans pour aller travailler sur Corbeil-Essonnes. D'accord? Bon, et j'ai expliqué pourquoi. Tout ça, c'est justifié dans ma première présentation. Hein. J'ai tout expliqué pourquoi. Tout a été justifié. Je n'ai jamais dit quelque chose sans justifier mes sources et sans justifier pourquoi et comment j'avais obtenu je pouvais affirmer telle chose. Page 14. Donc voilà. Donc Droctelius arrive à Corbeil-Essonnes et frappe aussi des triumphs, bien sûr. Hein. Et regardez bien. On reconnaît bien Droctelius, vous voyez, l'avers est avec comment ça s'appelle, le diadème qui se termine en boucle relevée et puis une pendante. On avait eu une discussion avec Philippe l'autre fois, hein, où j'avais dit que c'était peut-être un oubli pour Orléans de faire une petite boucle. Oui, alors bon, j'ai donc dans le premier travail, j'ai pris en compte la remarque de Philippe Fischer et j'ai envisagé les deux solutions. Pourquoi? Parce que Morinus, lui, termine bien la petite boucle. Et il se peut très bien aussi que Droctelius, en ayant encore dans sa poche, l'apporte en modèle à Corbeil-Essonnes. Et c'est pour ça qu'à Corbeil-Essonnes, ils n'ont pas fait la boucle. Ils ont recopié, peut-être qu'ils ont vu sur le triangle d'Orléans. Mais bon, là, c'est du roman, hein, maintenant. Hein. J'arrête. Donc, ce qu'on peut peut-être agrandir, c'est encadré. Alors, regardez bien, j'ai fait une petite flèche parce que j'ai remarqué, page 14, hein, voilà. Si on peut pas, tant pis. Je vais le lire, c'est tout. Si on peut descendre, si on peut le descendre, ça fait rien. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Si on peut réafficher, oui, voilà, ils sont comme ça. Voilà, j'ai fait un petit encadré avec une petite flèche qui pointe. Parce que quand on regarde à l'ordinateur, à l'écran, j'avais remarqué qu'il y avait un petit point, une petite tache. Je n'avais pas vu ce que c'était. Mais les photos qui ont été prises, c'est avec des appareils, il y avait 25 millions de pixels. C'est extraordinaire. J'ai réussi à l'agrandir, à l'agrandir, à l'agrandir. Attendez, vous allez voir le reste. Je l'ai agrandi. Et puis, j'ai commencé en agrandissant, j'ai eu un doute. J'ai dit, tiens, mais c'est pas une tache. C'est bien une oxydation métallique. D'accord? Alors, voilà ce que j'ai écrit exactement. Une infime anfractuosité faisant apparaître sur le droit du triince un léger manque de métal et ressortir une petite oxydation révèle le cœur en cuivre de la monnaie qui peut laisser supposer, malgré sa qualité exceptionnelle, que le triince soit fourré. Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, je veux bien vous faire plaisir, mais c'est petit quand même. Hein. Alors Madame Coularé, vous allez m'afficher le deuxième document que je vous ai envoyé. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde voit bien? C'est pas une tâche. Bon, alors voilà. Alors, vous allez me dire, bon, est-ce que c'est pas embêtant de publier ce genre de choses? Alors maintenant, vous allez m'écouter. J'ai fait une dernière remarque. Parce que celui qui a acheté le triince peut très bien se dire, bah, bon, chez GB, c'est connu. Bon, bah, écoutez-moi bien. C'est pour ça que j'ai fait un effort. Au contraire, c'est très intéressant ce qu'on a obtenu. Il est très important de bien faire la distinction entre une monnaie fourrée, parfaitement authentique, frappée dans un atelier monétaire réglementaire, c'est le cas, et une fausse monnaie tout à fait illégale, frappée par des faussaires dans un atelier clandestin. Les triinces fourrés de la fin de la période des monétaires ne doivent en aucun cas être considérés comme de la fausse monnaie. Bien qu'ayant cependant un aspect quelque peu frauduleux, ils sont néanmoins frappés en toute légalité dans l'atelier monétaire sous la responsabilité du monétaire, représentant de l'autorité fiscale. En effet, avec le manque de métal précieux qui se généralise à cette époque, les monétaires se trouvent contraints d'avoir recours à cette tricherie, entre guillemets, pour répondre à leurs obligations liées à la collecte de l'impôt. Les monétaires n'ont rien inventé. Cette technique était déjà pratiquée par les Grecs, les Gaulois et les Romains.
Ces monnaies sont en conséquence les témoins d'une période économique devenue particulièrement difficile et à ce titre ont toute leur place dans le numéraire mérovingien. Elles sont donc, à cause de la disparition progressive de l'or au cours de la deuxième moitié du 7e siècle, plus rares que les monnaies d'or de la même époque. Et donc finalement, ce sont des documents numismatiques de première importance parce qu'on n'a pas de documents écrits de cette époque. Voilà la preuve qu'il y a eu à ce moment-là une mutation monétaire. On a abandonné la monnaie d'or pour la remplacer par le denier d'argent. D'accord? Et pourquoi aussi? D'abord, alors comment et pourquoi cet or a disparu tout d'un coup? Parce qu'il ne réapparaît en fait que sous le règne de Saint-Louis, au XIIIe siècle. Alors comment se fait-il qu'il ait pu disparaître pas d'un seul coup, il a fallu quand même un bon siècle pour que ça disparaisse. Si quelqu'un a une idée, ce serait bien. On est là pour en discuter. Mais je crois que moi, j'en avancerai une. Certainement que l'or a certainement été absorbé par le commerce avec Byzance. Parce que c'est Byzance qui fabriquait beaucoup de choses. Comme aujourd'hui la Chine, c'est la Chine qui fabrique tout. D'accord? Eh bien, à l'époque, c'était Byzance, c'était la Chine. Hein. Et donc, au fur et à mesure, cet or a disparu, puisqu'il fallait bien payer en or. D'accord? Et puis, en plus, les monnaies des pays scandinaves, ce qu'on appelle des seata, comment on dit? Des seata. Voilà. D'accord? Qui ont progressivement aussi envahi le territoire national, d'accord? Je pense qu'on s'est dit, on va s'aligner avec ces deniers et on va faire comme tout le monde, on va faire de la monnaie d'argent, puisqu'il n'y a plus d'or. Alors, avant de terminer, un petit juste, au cas où, si des fois, comme Paul Arendt est à l'écoute, je suppose, parce que c'est je ne sais pas, hein, juste, mais... Hein? Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté? Parce que, bon, d'accord. C'était simplement pour le remercier de m'avoir communiqué ces mesures qui m'ont permis de conforter les miennes parce que c'était avec un matériel de bricolage que j'ai obtenu les résultats, alors que lui a une machine perfectionnée. Hein. Merci aux personnes à distance, merci encore à Alain Calamuso et puis aux personnes qui sont présentes dans la salle. Voilà, très bonne soirée. Merci.